Fin mars 2019. Il y a 4 mois maintenant que le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Dès ses premières manifestations, j'ai éprouvé pour lui un élan de sympathie, régulièrement renouvelé par le contraste réjouissant à la télévision entre leur assurance un peu maladroite et l'hostilité mal dissimulée des journalistes et de leurs invités. Un profond sentiment de connivence et de participation sociale, politique, qui, à travers le mouvement des Gilets jaunes, s'adressait à ceux dont je viens, petit peuple de journaliers agricoles, vignerons, artisans, ouvrières d'imprimerie, qui ont voulu que leurs enfants soient de petits fonctionnaires, des cheminots, des instituteurs, pour échapper à la précarité. C'est un sentiment complexe, spontané mais non irrationnel, où s'exprime ma profonde gratitude à l'égard du monde où je suis né et dont l'ensemble de mes expériences ne m'a jamais séparé, même si je ne subis aucune des contraintes qui marquent la vie des chômeurs, des retraités, ni les difficultés des artisans, commerçants, infirmières et aides ménagères qui se retrouvent sur les ronds-points. Il a fallu peu de temps, cependant, pour que cet élan de sympathie soit refroidi. Rapidement sont apparues les premières dérives de quelques groupes. Slogans sexistes, homophobes, propos et attaques antisémites, une spirale nauséabonde. Image, en novembre 2018, de la Marseillaise de Rude au visage éclaté d'engins de chantier forçant l'entrée d'un ministère. Scène de guérilla urbaine mettant aux prises des assaillants déterminés et une répression policière sans précédent. Point culminant le 16 mars 2019 sur les Champs-Élysées. Quelques milliers de jeunes prennent d'assaut des restaurants, des commerces et se livrent pendant des heures à des destructions et des pillages. Le spectacle des kiosques à journaux incendiés et des vitrines fracassées est insupportable. Quelle est la part des Gilets jaunes dans cette violence récurrente ? Nombre d'entre eux la condamnent avec force. Leur mouvement attire, sans forcément les soutenir, des radicaux anti-système et des délinquants ordinaires. Mais il va courir à l'échec s'il se fait régulièrement déborder par des casseurs organisés. Nous sommes au milieu du gué et l'avenir est incertain. À cause de leur violence et de leurs embardées de langage, les gilets jaunes suscitent des inquiétudes légitimes et parfois une réprobation justifiée. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, ils se sont nuits en s'attaquant à des gens qui connaissaient autant de difficultés qu'eux, commerçants, kiosquiers. Mais malgré tout, résistant aux mises en garde de ceux qui m'entourent, je ne peux renoncer à éprouver pour ce mouvement le même intérêt qu'au début, à cause de ce qu'il a révélé, la profondeur de la faille ouverte en France entre les élites et le peuple, dont je ne m'accommode pas ni ne m'accommoderai jamais. Mais qui sont les gilets jaunes ? Ce sont des gens que les habitants des grandes villes ne croisent jamais, des gens qu'on n'entend jamais. Il y a quelque part, dans un roman de Dickens, une formulation extraordinaire pour désigner justement ceux qu'on ne voit pas et qui parfois se révoltent. Quelque chose qui parfois se soulevait comme la mer, faisait un peu de mal et de dégâts et retombait à nouveau. Les gilets jaunes habitent souvent des maisons individuelles groupées à la sortie des anciens villages avec un carré d'herbe et 2 voitures devant. Ils ont cru vivre mieux en quittant la ville et ils constatent qu'il n'en est rien. Le symbole de leur vie, c'est le rond-point qui scande la route nationale. Et s'ils ont mis un gilet jaune, comme sur la route quand on est en panne, c'est pour être vu. Dans ce nouveau monde créé par l'application des dures lois de l'économie capitaliste, tout à coup, il y a des gens qui se rassemblent pour discuter, réclamer, brandir des formules chocs sur des cartons bricolés. Ils n'ont jamais manifesté auparavant. Des femmes disent « on habitait juste à côté, on ne s'était jamais parlé ». Ceux qui vivent dans les grandes villes se retrouvent le soir pour prendre un verre aux terrasses des cafés, ce fameux symbole du mode de vie à la française visé par les terroristes de novembre 2015. Il n'y a pas une terrasse en vue autour des zones pavillonnaires. Parce que j'ai la chance et l'âge d'avoir connu mai 68 et d'y avoir participé, je vois bien ce qui rapproche les deux mouvements. Je reconnais ce désir que nous avions de nous réunir, de nous retrouver pour parler au long de ces soirées tièdes où la nuit n'en finit pas de tomber. Je vois aussi ce qui les sépare.
Comme le mouvement des Gilets jaunes, celui de mai a surpris, déstabilisé, désorienté la classe politique, les représentants de la classe ouvrière. Mais il partait des jeunes d'en haut, les étudiants. Mai 68, c'est l'entrée du sociétal dans la politique française. Les Gilets jaunes viennent d'en bas, et avec eux, c'est le retour du social. Une demande se dégage rapidement, massive, simple, qui peut se dire en quelques mots. Une fiscalité plus juste. La fiscalité a toujours été au départ et au cœur des révoltes populaires. Une amélioration du pouvoir d'achat, la volonté sociale et politique d'être écoutée, entendue, considérée. Vivre dignement de son travail. Il y a ce que disent les Gilets jaunes. Il y a surtout ce qu'ils révèlent. Cette manière de parler d'eux, dans la presse, les médias, les milieux politiques, sur les réseaux sociaux. Une distance, une condescendance, un mépris. Certains, plutôt à droite, laissent voir de l'humeur, font entendre leur rejet de l'égalitarisme, se répandent en admonestations sévères et presque comiques, comme cette mise en garde dans les Échos, sous la plume d'un membre du cercle Montesquieu en décembre 2018. Le pouvoir d'achat n'est pas un droit de l'homme, il ne figure pas dans la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte sur lequel sont fondés tous les droits dont jouissent les Français aujourd'hui. Manger est-il un droit de l'homme ? Même humeur et même agacement au printemps dernier contre les prétendus avantages acquis des cheminots. Mais les familles du CAC 40 ne se battent-elles pas aussi pour protéger leurs avantages acquis ? Un mouvement de beaufs, des gugus mal habillés, des fans de Johnny désœuvrés. Mars 2019 retrouve ce mépris de classe qui, dans les années 70, tournait en dérision les fautes de français de Georges Marchais. « Coupez-moi pas la parole !» L'exemple vient d'en haut. Le porte-parole du gouvernement accuse la droite de soutenir les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Le président lui-même, fin juin 2017, lors d'une rencontre avec des entrepreneurs dans la halle Fraissinet à Paris, une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est quoi exactement n'être rien ? Le contraire de n'être rien, c'est être quelque chose. Revendication du tiers-état dans la brochure que l'abbé Sieyès rédige au mois de janvier 1789. Le mouvement des Gilets jaunes est-il le point de départ d'une révolution ? Certains Gilets jaunes le disent, c'est juillet 1789. Début janvier 2019, le président, resté jusque-là plutôt silencieux, fait son autocritique dans une interview de l'Obs. Il jure qu'il se dispensera désormais de ces petites phrases qui risquent souvent d'être mal interprétées mais rechutent aussitôt. Voulant pointer le rôle négatif des médias, il commente leur habitude néfaste de donner sur leur antenne autant de place à Jojo, le gilet jaune, qu'à un ministre. Et oui, autant. Le fondement de la démocratie n'est-il pas un homme, une voix ? Un homme, comme le dit Sartre dans la splendide conclusion des mots, fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Les gilets jaunes, c'est la foule, et la foule fait peur. Médecin et sociologue, admiré de Mussolini, Gustave Le Bon écrit dans La psychologie des foules en 1895 « Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Isolé, c'était peut-être un individu cultivé. En foule, c'est un instinctif, par conséquent un barbare. C'est la grande peur des bien-pensants, le parti de l'ordre qui se crispe devant la violence, toujours vue unilatéralement comme la violence des colonisés qui s'insurgent. On parle de la violence du fleuve, disait Brecht, jamais de celle des digues qui le contiennent, de la violence des pauvres qui se révoltent, jamais de la violence des riches. Violence économique mais aussi culturelle qui atteint les gens au plus profond de leur esprit et de leur corps. Violence institutionnelle, celle d'une répression dont l'ONU s'inquiète.
Mais que la police fasse donc usage de ses armes, disait un ancien ministre. Dans le même temps, les Gilets jaunes bénéficient d'un soutien appuyé d'une partie de la droite et de l'extrême droite qui flaire chez eux des relents de populisme et croit que son heure est arrivée, jusque dans l'imposture. Que peuvent attendre les Gilets jaunes d'une responsable du principal parti d'extrême droite qui croit le SMIC horaire 3 fois plus élevé qu'il ne l'est? De la droite classique qui, désemparée, déstabilisée par sa propre turpitude et son échec aux dernières élections, considère que tout ce qui peut nuire au pouvoir en place est bon à prendre. De la droite, enfin, des néoconservateurs obnubilés par le grand remplacement et la peur des banlieues islamisées. Divine surprise, les gilets jaunes sont des petits blancs. La vraie France, négligée au profit des radicalisés de banlieue. La même droite, du reste, se garde bien de mettre en question le système qu'elle a contribué à mettre en place et dont pâtissent les Gilets jaunes. Grandes villes devenues inaccessibles aux revenus moyens, exil forcé des couches populaires dans des lointains où l'on ne peut se passer de bagnole. Un système dont elle s'est accommodée politiquement et socialement, partageant du reste cette responsabilité avec la gauche lorsque celle-ci était au pouvoir. Gauche-droite, bonnet blanc et blanc bonnet. Le mouvement des Gilets jaunes révèle l'immense assentiment général du monde dans lequel nous vivons, qui s'est établi grâce à la complicité, volontaire ou non, tant à gauche qu'à droite, des élites. À gauche, justement, qui est ma famille, on semble parfois bien embarrassé à l'exception d'une frange radicale, tendance France insoumise, pour qui les Gilets jaunes expriment la juste protestation d'un peuple oublié. Mais silence assourdissant du côté de la gauche installée, officielle, institutionnelle, du côté des intellectuels, des artistes, des enseignants, ce peuple de gauche qui avait fait la victoire de Mitterrand en 1981. Les profs et instituteurs ont bien tenté un timide stylo rouge qui n'a pas pris, et je ne vois pas que les riches théâtres subventionnés, pourtant héritiers des grands projets culturels populaires et démocratiques des lendemains de la guerre, aient offert leur scène aux Gilets jaunes. En revanche, réunis au théâtre de la Colline en décembre, les intermittents du spectacle se sont très vite déclarés pour eux. Avant d'être le révélateur de la situation intolérable que subissent des milliers de gens, employés, chômeurs, retraités, artisans, les Gilets jaunes sont le grand révélateur de la collusion des mondes d'en haut. Ne prenons pas des airs préoccupés quand les Gilets jaunes dérapent, en fait ça nous arrange bien. Exemple d'effarouchement hypocrite, la crainte de leur dérive populiste. La révolte fiscale, le rejet de la classe politique, la défiance envers les élites sont des traits de protestation populaire, le populisme en est l'exploitation. La meilleure définition du populisme, je l'ai trouvée chez un intellectuel polonais à qui j'avais plusieurs fois rendu visite avant 1989 à Varsovie. L'historien Jeremek, enfant juif rescapé du ghetto de Varsovie, militant chrétien et laïque convaincu, séduit par le marxisme, il se passionne pour l'histoire des pauvres, des marginaux et plus généralement pour celle des luttes sociales. Répondant à des questions du monde, en juin 2008, il écrit « Le populisme exploite l'absence du peuple sur la scène publique ». Mais aujourd'hui, l'accusation de populisme ne vient pas là par hasard. Elle est bien commode. Elle permet de déconsidérer les Gilets jaunes. Elle donne aux élites de gauche comme de droite l'occasion de donner une fois de plus une leçon au peuple, persuadé que c'est son rôle. Il faut savoir, dit-on aux Gilets jaunes, avouez que vous êtes incohérents. Vous vous plaignez de la représentation politique. Mais la France a le meilleur système en Europe. Vous voulez moins d'impôts et plus de protection sociale. Ah, mais désolé, ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous passer de nous. Vous n'avez pas fait l'ENA, vous manquez peut-être un peu d'intelligence économique et même d'intelligence tout court. Nous avons été trop intelligents, trop subtils, trop techniques, s'excuse le parti au pouvoir. Les Gilets jaunes
ne sont ni stupides ni incohérents. Ils demandent une représentation qui les représente vraiment. Ils s'insurgent contre des dirigeants que, à tort ou à raison, ils ne reconnaissent plus comme légitimes. Ils ne demandent pas moins d'impôts, ils demandent des impôts plus justes. Ils soulignent les écarts colossaux des revenus en France. Ils pointent à l'indulgence fiscale dont bénéficient les plus aisés et les GAFA et protestent contre l'évasion fiscale des riches. Inconscience, mépris ou provocation, ce titre d'un grand quotidien du matin en pleine crise des Gilets jaunes, comment échapper à l'impôt sur la richesse immobilière. Insensibles aux dangers qui menacent la planète, les Gilets jaunes, ou indifférents à son sort? Pas du tout. Fin du monde, fin du mois, même combat, disent-ils. Frappés d'une taxe carbone sur le diesel, ils demandent qu'on regarde un peu du côté du kérosène. Ah ça, pas question, répond le président dans l'un de ses tout premiers débats avec des maires. On va tuer nos compagnies à nous, et ce sont des compagnies du Golfe qui en profiteront. On n'en finirait pas de relever tous ces moments où les revendications des Gilets jaunes se voient opposées d'une commisération choquante. Mauvais républicains, ces Gilets jaunes qui refusent la représentativité, clé du fonctionnement démocratique, et s'abstiennent au grand scrutin. Mauvais démocrates qui veulent s'appuyer sur la pression de la rue. Mauvais révoltés puisqu'ils ne sont même pas fichus de faire un bon service d'ordre comme la CGT. Et c'est la gauche libertaire qui s'en indigne. Mouvement brouillon, désordonné, lointain écho des brutales jacqueries d'Ancien Régime? En effet, signe très négatif pour les donneurs de leçons de tous bords. Les Gilets jaunes n'ont pas de chef, ils n'en veulent pas, et quand il s'en dégage un, il est rapidement mis hors jeu. Ce n'est du reste pas aussi simple. À l'initiative du mouvement, note Gérard Noiriel, historien des mouvements populaires, il y a les fractions les plus qualifiées, les moins dominées parmi les classes populaires et qui ont le plus de ressources pour pouvoir s'exprimer. Malgré tout, pour que le mouvement accède à une représentation politique, il lui faudrait des alliés de classe, souvent issus des milieux de la bourgeoisie intellectuelle. Mais justement, où sont-ils? On ne les voit guère. Et ce n'est pas demain qu'on pourra arracher aux élites l'habitude de parler au nom des femmes, des opprimés, des pauvres. L'avenir reste cruel si l'école ne parvient pas à mieux former les enfants des couches populaires. Dans une revendication de démocratie directe, d'inspiration rousseauiste, les Gilets jaunes protestent en fait pour tout le corps social. Mais leur idée, insistante de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, ou d'initiative populaire, est uniquement reçue comme une proposition dangereuse, démagogique, et accueillie avec une grande méfiance, à gauche comme à droite, sauf dans la droite extrême qui la réclame selon sa logique antisystème. On s'empresse d'écraser le débat sous le choix d'exemples évidemment destinés à effrayer, comme celui-ci. Si on avait posé par référendum la question de la peine de mort, on n'aurait jamais pu l'abolir. Mais on ne devrait pas oublier non plus la trahison des élites après le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Un non massif avait été la réponse politique pourtant claire des futurs Gilets jaunes. On s'est empressé de le transformer en oui par voie législative. La gauche n'a du reste pas beaucoup de mémoire lorsqu'elle range le RIC parmi les travers populistes des Gilets jaunes. Elle a oublié mai 68 et le slogan « Élection piège à con ». Les marxistes orthodoxes, pour leur part, ont toujours considéré qu'on devait participer aux élections, entrer au Parlement et prendre le pouvoir par ce moyen. C'est pour les anarchistes que le référendum est un palliatif et une nouvelle illusion. Non sans une raison, du reste, qui échappait un peu aux gauchistes de 68. Parce que pour voter en connaissance de cause, il faudrait que le peuple ait le temps et l'instruction nécessaire d'étudier les lois, de les mûrir, de les discuter.
Condorcet ne disait pas autre chose en 1791. S'il réclame le suffrage universel, y compris pour les femmes, il lui donne l'instruction pour corollaire. La République suppose un peuple éclairé. Au bout du compte, toute cette effervescence autour des Gilets jaunes vise à dégager une opposition artificielle entre les populistes et les autres. Vieux scénario rejoué avec succès depuis presque 20 ans. 2002, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. 2017, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Les Gilets jaunes deviennent le symbole de la peste brune, dont le camp du bien nous protégera. Le populisme a de beaux jours devant lui tant qu'il sera utilisé comme un épouvantail pour assurer la victoire politique d'une classe qui, une fois élue, ne répondra pas davantage aux vœux du camp minoritaire. Avec les Gilets jaunes, on a fait une découverte qui dérange. Le peuple. Quoi qu'on mette sous ce mot, se fait entendre, se fait voir, brouille le jeu. On s'accommodait très bien à gauche comme à droite de son existence silencieuse. Et pour limiter la portée de ce réveil inattendu, on dit à dessein leur mouvement plus confus et plus contradictoire qu'il n'est. D'où l'air soucieux qu'on prend en regardant les chaînes d'information continue qui prospèrent sur l'inquiétude publique. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas d'où ça vient. Ce ne sont pourtant pas les signes qui manquaient. Mais un signe n'est rien, c'est l'interprétation qui compte. Alors, signe de quoi? D'un malaise? D'une action à venir? Il y avait pourtant eu les travaux de Christophe Guilluy avec Fracture française et la France périphérique. Guilluy qui avait installé durablement l'image d'une France formant cercle autour des villes, ces centres du pouvoir, de la modernité et du travail, où les classes populaires ne peuvent plus vivre. Je ne suis pas sûre qu'à gauche, il n'ait pas un peu irrité, qu'on ne l'ait pas soupçonné d'être mandaté par le Front National. Pourtant, l'évidence de cette relégation saute aux yeux si on quitte une grande ville, par exemple Paris. En voiture, en suivant le trajet d'une autoroute, vers l'est ou le nord. Tout se déploie alors dans une clarté aveuglante, selon un panorama architectural, social, économique, culturel, lisible à livre ouvert. D'abord les quartiers de l'Est parisien, anciennement populaires, maintenant plutôt peuplés de bobos ou de Français venus d'ailleurs. Puis le périphérique, symbole presque aussi violent d'une séparation radicale que ne l'étaient les anciennes fortifications. Au-delà, une ceinture de grande construction. La rage sociale se déploie alors dans l'extrême agressivité des conducteurs sur l'accès aux bretelles menant aux banlieues. L'autoroute se dégage de plus en plus du tissu bâti, gagne de vastes contrées cultivées où subsistent des villages. La forme d'anciens villages plutôt, car dépourvus de commerce, de services publics, de fermes et d'artisans désertés dans la journée par leurs habitants que les Italiens nomment justement travailleurs pendulaires. Départ en masse le matin vers la grande ville, retour en masse le soir dans des zones pavillonnaires parfois non dépourvues de charme ni de confort dans leur monotonie. Une ville franchisée, ni rurale ni urbaine. Ses habitants, on ne les voit pas, trop éloignés, trop petits. Ont-ils même un nom? Parlant de la foule qui se rassemble à l'enterrement d'un chanteur, la télévision les a classés, ce sont les anonymes. Ce sont des petites gens. En 1946, en réponse au fameux discours de Churchill qui rendit populaire l'expression « rideau de fer », Staline déclarait, assez bien inspiré pour une fois, Churchill rappelle quelquefois dans ses discours les petites gens qui vivent dans des maisons modestes. Il leur donne en grand seigneur des tapes amicales sur l'épaule et se dit leur ami. Mais ces hommes ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire à première vue. Ces petites gens ont leur point de vue, leur politique, et ils savent se défendre. Ce sont eux, ces millions de petites gens, qui ont battu Churchill et sont partis en Angleterre, donnant leur voix aux travaillistes. Les petites gens, les anonymes, les sans-dents, ceux qu'on appelait autrefois, avec une touche d'onction cléricale, les humbles. Dans humble, il y a humus, la terre, ce qui est en bas. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Mais les gilets jaunes le savent, eux. Et moi aussi.
je le sais, ils viennent d'en bas, comme la majorité d'entre nous. Formidable quand même, que ça surprenne tant qu'il y ait un haut et un bas. Quand on traversait en 1989 le pont sur l'Oder, frontière séparant l'Allemagne alors de l'Est de la Pologne, on pouvait lire sur la rive opposée une immense inscription. La frontière ne passe pas entre les peuples, elle passe entre le haut et le bas. Depuis, l'inscription a sans doute été effacée. Moi en tout cas, je ne l'ai pas oubliée. J'ai toujours su qu'il y avait un haut et un bas, que tout pouvait se répartir selon cette topologie rudimentaire. Les vêtements, les maisons, les mots, les autos, les livres. Il y a des nuances, des degrés, des étapes. Nul n'est définitivement assigné à sa place. Mais une maison Bouygues est en bas, un hôtel particulier de Neuilly est en haut. C'est comme une loi du monde devenue invisible à force d'être vue. Voilà la description, dans un roman de Maurice Genevoix, d'une belle maison dans la vallée de la Loire, habitée par un médecin et sa vieille bonne. La longue façade de la maison s'étire, fleurie, dorée, imbibée de soleil. La chambre de la vieille domestique est de l'autre côté, vers le nord, dans ces régions froides, sous la passerelle. Voilà, tout est dit. Clémence est dans l'ombre, elle vit dans l'ombre. Est-ce le sujet du livre? Non, évidemment. Ce n'est pas le sujet du livre, c'est l'état des choses. Il y a deux côtés dans le monde. Clémence ne juge pas, ne se révolte pas. On ne peut pas dire qu'elle souffre, mais elle n'est simplement pas née du bon côté, le côté ensoleillé du monde. Mais les gilets jaunes sont-ils tous des gens d'en bas? Nord, fin février. Dans notre groupe, il y a des ouvriers, des artisans, des fonctionnaires, des apprentis, etc. Tout le monde travaille et personne ne s'en sort. Je viens de voir à la télévision un gilet jaune qui se présente comme un chef d'entreprise. Peut-être se sent-il appartenir à ce monde d'en bas, quand il estime ne pas être traité comme il faut par les pouvoirs qui sont tous, sans exception, d'en haut. En tout cas, la France qui est en bas ne veut pas y rester. Un gilet jaune, c'est la France d'en bas qui monte. Et il ajoute, il y a des gens encore plus bas, dans le gouffre, ce qu'on subit tout de même quand on est en bas. Les fins de mois difficiles, les allers-retours chaque jour dans sa voiture ou bien le train, et puis encore la voiture jusqu'au lotissement. Le pire, c'est le consentement, la résignation, résultat de tout un travail de duperie et de justification des possédants dont nous sommes complices si nous ne disons rien. Si nous renonçons à l'idéal d'égalité, de justice. Tchekhov le dit admirablement. Il ne parle pas d'une classe moyenne qui n'existe pas à l'époque, il parle des pauvres juste sortis du servage, des condamnés au bagne de Sakhaline. Dans le cœur du plus déshérité d'entre eux ne subsiste qu'une chose, dit-il, un désir farouche, insatiable de justice. Pour l'homme d'en bas, si la justice n'existe pas parmi les hommes placés au-dessus de lui, alors d'année en année, il tombera dans l'amertume et l'extrême scepticisme. Cette volonté d'égalité et de justice est devenue avec le temps une revendication républicaine. Le président réquisitionne le château de Chambord pour fêter ses 40 ans. « Chambord est à nous autant qu'à lui », dit une femme. Et cette revendication prend la forme d'une demande d'égale dignité nécessaire au respect de l'égalité formelle, d'une égalité des conditions. L'une des rares parmi les intellectuels des années 1930 à prendre en considération la condition ouvrière, Simone Veil écrit dans l'Enracinement « L'égalité des conditions, c'est envelopper la profession de mineur et celle de ministre dans une reconnaissance publique générale affective, exprimée réellement par les institutions et les mœurs, une même quantité d'égard et d'estime due à tout être humain, parce que le respect est dû à l'être humain comme tel et n'a pas de degré. » Face à face, donc, d'un côté, les gilets jaunes, invisibles, de l'autre, une élite culturelle qui se dit plutôt de gauche.
Artistes, intellectuels, écrivains, femmes et hommes, enseignants des deux sexes. La plupart d'entre eux viennent d'en bas, mais ils ont connu un nouveau mode d'être et d'avoir économique et social. Augmentation des revenus, différences de culture liées à l'acquisition des diplômes et à de nouvelles fréquentations, position hiérarchique supérieure dans l'échelle sociale, pouvoir politique et symbolique accru. C'est un changement objectivement mesurable, mais comment se vit-il? Dans la fierté, le silence, le malaise? Chez les plus sensibilisés aux fractures culturelles, dans la mauvaise conscience. Traduite au demeurant par un mot très ambigu, celui de transfuge de classe, où se dit la honte d'avoir trahi. Position estimable, qui vaut naturellement mieux que l'oubli ou le mépris de ses origines, mais position morale plus que politique. Qui risque d'essentialiser les appartenances et donc de réduire la capacité d'action. Qu'on ait été poussé, aidé à quitter sa classe d'origine, qu'on ait dû s'en arracher, c'est dans tous les cas connaître une émancipation que les générations précédentes souhaitaient pour leurs descendants, faute d'avoir pu en profiter elles-mêmes. Ce n'est pas les trahir, c'est être fidèle à leurs vœux. C'est ainsi que je vois les choses, comme les voyait le philosophe marxiste disparu Daniel Ben Saïd. Si nous voulons changer le monde, ce n'est pas au nom des générations à venir, mais au nom de celles qui ont échoué. Artistes, comédiens, intellectuels, écrivains, hommes ou femmes, portant la mémoire de ceux d'en bas, on est condamné à osciller souvent entre une morale de la culpabilité et une morale de l'action et de l'engagement. On essaie de transmettre, de donner à d'autres plus d'autonomie, de liberté, de conscience critique. Mais la séparation est toujours là. Au moins, ceux qui se vivent comme des transfuges sont-ils hantés par son image. Mais les gilets jaunes ou apparentés ne bénéficient pas toujours d'autant de compréhension de la part de l'élite culturelle gentrifiée qui habite les quartiers des grandes villes d'où ont disparu les milieux populaires. Comme elle n'a pas les revenus des membres du CAC 40, elle pense ne pas faire partie de ce monde d'en haut qui méprise les classes d'en bas. Scène immanquable lors d'un week-end dans une maison de campagne retapée. Fin du dîner auprès d'un bon feu de bois et tout à coup, une remarque fuse. Encore une nouvelle zone constructible, encore une maison qui va défigurer notre vieux village. Mais comment peut-on vivre là-dedans? Et vous avez vu leurs rideaux. La faute à qui? Au mauvais goût de ceux qui y habitent, poussés dans ces zones pavillonnaires autour des grandes villes dont le prix des loyers les a chassés. Qu'elles permettent à l'école de conserver une classe, on n'y pense même pas. C'est la dénonciation ambiguë de la France moche, de ses pavillons avec leurs haies de tuyas et leurs bagnoles diesel rangées devant. Les classes populaires autochtones sont depuis les années 70 la cible d'un discours condescendant, raillant leur identité franchouillarde à l'image de Jean Carmet, alias Dupont-Lajoie, archétype du petit blanc raciste et assassin du célèbre film d'Yves Boisset. L'attitude de ces élites est plus que contradictoire. Elles trouvent aujourd'hui à se loger agréablement dans les quartiers délaissés par les classes populaires. Elles en rappellent avec plaisir les grands moments historiques et se croient ainsi fidèles à leur mémoire. Elle se réjouit même de voir que, venues d'ailleurs, des populations nouvelles s'y installent. Mais la liste est longue des stratégies que déploient ces courageux antiracistes pour mettre leurs enfants dans des collèges mieux fréquentés. Le monde des opprimés, descendants, des gens d'en bas, est un sujet presque inexistant, presque absent de la considération publique et qui n'intéresse que quelques historiens. Il y avait eu le beau livre d'Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, une enquête indispensable, mais un regard ethnographique tout de même, révélant qu'il faut toujours franchir une distance pour comprendre ce qui se passe en bas. Et plus récemment, Dans quelle France on vit, d'Anne Niva. Mais le monde d'en bas, celui des gilets jaunes et apparentés, reste largement inconnu du monde de l'art, du journalisme, de la littérature, et qui se dit de gauche, où l'on se représente la France des ronds-points, son mode de vie, ses loisirs, sur un ton de commisération. C'est la France de TF1 et de Jean-Pierre Pernaut,
Un peuple livré sans distance et sans recours à une sous-culture médiatique, adonné aux réseaux sociaux bas de gamme, à une musique à la chaîne, à des loisirs coupés d'apéros au pastis. Mais ne sommes-nous pas tous les objets et les victimes d'une industrie planétaire du numérique qui a pénétré nos vies comme un poison insidieux? C'est le lot commun de la mondialisation et on tentera en vain de s'en excepter en essentialisant des comportements induits, en pointant l'absence de résistance des milieux modestes, surtout des plus jeunes, et en rendant finalement les victimes responsables de leur malheur. D'immenses changements ont eu lieu. Les comportements, les loisirs, les façons populaires ont pour l'essentiel disparu durant les 30 dernières années, avec l'effondrement de la ruralité, la fin de l'industrie et l'uniformisation des modes de vie consuméristes technologiques. Et on a accepté, l'ayant passé par profit et perte, cette manière brutale qu'a eu le monde moderne d'oublier le peuple, dans tous les sens du terme que l'historienne Juliette Grange distingue bien d'après Michelet. Oublier le peuple souverain, peuple en armes, aux barricades, acteur de la Révolution et des Trois Glorieuses. Oublier le peuple des ouvriers et des artisans avec ses valeurs de simplicité, sociabilité, solidarité. Oublier le peuple rural plongé dans la durée immémoriale, dispersé dans les régions et les patois, présent dans les pratiques et les habitudes, socle, force d'inertie, réservoir de sagesse. La modernité en a fait disparaître les formes les plus riches et les plus singulières, les valeurs propres. Comme elle a fait disparaître aussi les valeurs ouvrières, cette solidarité qui aidait efficacement à combattre les replis communautaires et favorisait l'intégration. Que se passe-t-il aujourd'hui? À droite, on s'est cru longtemps fidèle à la morale de Bossuet, tonnant en chair pour rappeler l'éminente dignité des pauvres. Le CAC 40 en est moins persuadé. Il proteste que l'accroissement exponentiel de ses profits contribuera à faire ruisseler la richesse vers le bas, que les premiers de cordée vont tirer tout le monde vers les sommets, et que si on reste en bas, c'est qu'on le veut bien, qu'on est réfractaire au changement. À gauche, la Révolution avait posé cette formule extraordinaire d'une égalité de tous devant la loi. Malgré tout, un divorce est accompli, de fait, entre la modernité politique et le monde ancien marqué par la ruralité, le poids de la nécessité. Sa disparition nécessaire signait le triomphe des Lumières sur l'obscurantisme. Au XIXe siècle, la République bourgeoise y ajoutera une défiance envers le petit peuple des ateliers et celui des usines, toujours promptes à monter sur les barricades. Nul estime pour les valeurs qu'il continue de porter. Les classes laborieuses sont au XIXe siècle des classes dangereuses. De même, lorsque plus tard la gauche soutiendra les peuples colonisés dans leur désir d'indépendance, elle n'aura nulle considération pour leur tradition, celle de gens simples, comme il en subsiste encore dans les quartiers peuplés de descendants d'immigrés qui ne sont pas tous des djihadistes en puissance. Jamel Debbouze, né à Trappes, aime à citer sa mère quand elle dit « Fais le bien et oublie-le ». Empathie, solidarité, sens du partage, n'est-ce pas aussi ce que demandent confusément les rassemblements sur les ronds-points où on se réchauffe au sens propre comme au figuré? Nous ne le voyons pas, nous nous sommes habitués à l'invisibilité des opprimés, de leur lieu de vie, à l'effacement de la mémoire des pauvres dans les quartiers restaurés des grandes villes. Les gouvernants, tardivement réveillés par les secousses répétées du mouvement des Gilets jaunes, n'ont toujours pas conscience d'une mutation radicale. Ce que les Gilets jaunes veulent faire entendre dans leurs revendications et aussi dans leurs grands débats, quand ils ne les boudent pas, c'est leur point de vue sur le monde. L'élite continue de définir le monde d'en bas, ce peuple d'aujourd'hui bien différent de celui de Michelet, par ce qui lui manque, par ce qui lui fait défaut, et qu'on va décider ou être obligé de lui accorder. Les élites ne font jamais entrer en positif dans leur logiciel, comme on dit aujourd'hui, le point de vue populaire. Elles ne sont pas habituées à l'entendre et au fond, elles n'imaginent peut-être même pas qu'il existe. Que, au sein d'une même communauté politique, la communauté des citoyens, le peuple des gens d'en bas, privé de ses valeurs ancestrales, mais aussi des valeurs nées de la lutte ouvrière, dispose d'un système de représentation cohérent par lequel il interprète les grandes questions d'aujourd'hui et dont l'élite ferait bien de prendre connaissance.
C'est une hiérarchie raisonnée dans les désirs et les goûts à satisfaire, un ordre de priorité, des préoccupations quotidiennes particulières, des contraintes spécifiques auxquelles on doit se soumettre quand on dispose de moyens financiers limités. À juste titre, le gilet jaune a le sentiment que les élites vivent dans un autre monde et ne comprennent rien à celui où il vit. Naturellement, les frontières sont mouvantes et les grandes divisions se subdivisent, mais de par la nature de leur travail, de leurs ressources, de leur mode de vie, ce sont des secteurs entiers de la population à qui on ne demande jamais leur participation aux décisions collectives, leur avis sur les questions sociales, économiques, politiques, nationales et internationales. Du reste, où et comment se formule-t-il ce point de vue? En quels termes? Dans quels médias? Sur les réseaux sociaux? Y a-t-il encore des organes pour en rendre compte, le nourrir, l'orienter? Ce point de vue d'en bas que redonne à voir et à entendre l'apparition des gilets jaunes en masse festive ou coléreuse, il se traduit dans l'évocation des fins de mois difficiles, des loisirs absents, mais au-delà, que sait-on? Il est trop facile, et encore une fois, d'une condescendance intolérable, de montrer le peuple soumis au matraquage des nouveaux modes de communication, d'information et de publicité. Si effectivement les chaînes de télévision s'emploient à vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, alors une alliance d'analyse critique et de combat se noue entre les victimes que nous sommes tous et toutes de cet asservissement programmé. Qu'on cesse de se forger l'image d'un peuple médiocre ou décevant, d'un peuple de salauds, selon Bernard Tapie, quand il lui arrive de voter Front National. Qu'on relise Brecht dans un poème fameux, question que pose un ouvrier qui lit. Qui a construit Thèbes aux 7 portes? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre? Babylone détruite plusieurs fois. Qui tant de fois l'a reconstruite? Dans quelle maison de Lima la dorée logèrent les ouvriers du bâtiment? Quand la muraille de Chine fut terminée, où allèrent ce soir-là les maçons? Je pense à cette femme qui, visitant un château de la Loire, glissait à sa fille sur un ton de confidence en regardant l'immense parquet luisant. Quel travail d'entretenir tout ça! Par son silence et son embarras devant le mouvement des Gilets jaunes, la gauche révèle l'état désastreux dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Il lui a fallu beaucoup de temps pour rompre avec la grande lueur venue de l'Est. Elle a enfin rejoint Mandelstam qui, dans son splendide poème réquisitoire, jetait à la face de Staline le reproche d'avoir trahi la splendide promesse faite aux tiers-États. Mais fallait-il que la gauche abandonne la promesse en rompant avec ses illusions totalitaires? Aille jusqu'à mettre en doute la notion de progrès, anticipation du goulag. Qu'est-ce que le progrès, sinon la joie de mon arrière-grand-mère voyant pour la première fois l'eau couler du robinet dans sa cuisine du quai Notre-Dame à Chalonnes-sur-Loire? Le progrès. Un peu moins de fatigue, un peu plus d'égalité. La chute du mur a été pour tous, et singulièrement pour la gauche, l'occasion manquée d'une réflexion sur la justice, l'égalité, l'émancipation. Perdu la leçon de la dissidence, celle du philosophe tchèque Potocka posant qu'il n'y a pas de différence entre le monde de la violence totalitaire et celui de la démocratie, enfermés tous deux dans l'unique horizon de la satisfaction des besoins. L'un soumet le peuple par la pénurie, l'autre par un mirage de consommation suscitant la frustration dès qu'il se dérobe. Tous les deux donnent à la bonne vie le primate sur la vie bonne, la vie selon la justice. L'économiste ne peut prétendre au titre de fondement d'une cité juste. Dans son deuil interminable du socialisme d'État, le peuple de gauche s'est converti au libéralisme économique. Et les intellectuels, autrefois critiques, participent aujourd'hui à la fabrique du consentement. Autrement dit, c'est une loi de la nature. Tout est aujourd'hui redécouverte et application de ces lois, depuis la différence des sexes et le refus de la notion de genre jusqu'à la séparation des classes. C'est le règne de l'argent, de la convoitise et du profit, les eaux glacées du calcul égoïste. La devise liberté, concurrence, finance a remplacé la devise de la République liberté, égalité, fraternité, notait une tribune de Libération bien avant le mouvement des Gilets jaunes.
Faute de pouvoir résoudre la question sociale, la gauche s'est tournée vers le sociétal. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est le retour du social. Pour trouver une réponse à une exigence criante, en finir avec la fracture géographique, fracture sociale, économique, politique. À quoi s'ajoute la fracture culturelle qui peut-être résume toutes les autres et les aggrave. Et c'est là que, piqués du reproche d'indifférence ou de condescendance qu'on est en droit de leur faire, nombre d'acteurs de la vie culturelle, journalistes, animateurs de débats dans les salons du livre se rebiffent. Mais est-ce qu'on se plaint sur les ronds-points, dans les défilés du samedi, de cette séparation culturelle, du désert culturel de la France périphérique? Comment se fait-il qu'on ne trouve chez les Gilets jaunes aucune revendication portant sur la culture? Je le constate aussi. Mais quand une femme s'écrie pas de loisirs, ni de coiffeur, les mêmes vêtements depuis 20 ans. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'elle entend par loisir? Veut-elle dire du temps libre, du temps à soi, se payer un resto, s'offrir une sortie, peut-être même aller au cinéma, visiter une exposition de roses au printemps, assister à un spectacle de rue, prendre le temps de lire? Mais où, quand, comment? Vous en voyez des musées, des bibliothèques, des cinémas dans les zones pavillonnaires? À Nice, dans le quartier de l'Ariane, le maire vient de renoncer au prolongement de la ligne de tramway. Les habitants protestent. Le manque de tram éloigne de tout, du lycée, de l'université, du travail, de la culture. Il est vrai que ce n'est pas un gilet jaune qui parle, mais un responsable du Parti communiste. Typique, la situation d'un village du Valois que je connais bien, une école primaire, un collège avec ramassage scolaire. Mais ensuite, aucune offre universitaire à moins de 40 km. Pas de cinéma à l'horizon, pas de théâtre, pas de médiathèque. Une petite bibliothèque ouverte 2 heures par semaine. Et dans les villages voisins, des boîtes à livres. Et parfois sous un abribus. Je ne dispose pas de statistiques. Mais est-ce qu'ils circulent, ces livres? Est-ce qu'on ne se contente pas, comme souvent, de mettre en place une offre sans s'occuper de la demande, sans l'accompagner d'une politique culturelle active, afin d'amener à la fréquentation des livres ceux qui n'en ont pas l'habitude? Qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout, disait Victor Hugo. Ne nous contentons pas de le répéter comme un mantra. Mettons des livres partout, mais surtout faisons en sorte qu'ils soient lus. Rendons la culture présente et désirable si nous voulons qu'on en réclame davantage, car c'est un cercle vicieux. On ne réclame pas ce dont on n'a pas fait l'expérience. Les élites culturelles ne sont pas toutes sans exception indifférentes, impuissantes ou aveugles. Loin de là. Je pourrais citer maints exemples d'acteurs et de comédiennes d'artistes de rue qui peinent à trouver une écoute et de l'argent et s'épuisent dans des actions locales sans pouvoir les installer dans la continuité. Mais c'est sur le fond d'une séparation sans précédent entre un public cultivé, les habitants des grandes villes et tous les autres. Et sur le fond d'une lassitude et d'un consentement généralisé. En 1968, dans la déclaration de Villeurbanne, Francis Janson pointait déjà l'indifférence des non-cultivés, dont les cultivés se soucient peu. Où en est-on aujourd'hui? Au même point. Si ce n'est plus bas encore, Michel Guérin ne dit pas autre chose en janvier 2019 dans Le Monde. Les Gilets jaunes ne sont pas invités au banquet urbain. Le public de la culture institutionnelle est constitué de spectateurs aisés, éduqués, recrutés à droite comme à gauche. L'erreur, voire la mystification d'une politique culturelle menée par la droite et par la gauche durant toutes ces dernières années, c'est de croire qu'on pourra résoudre la fracture culturelle seulement par une proposition croissante de biens culturels. Il est vrai que l'offre est en France considérable. La culture, c'est 2,2% du PIB, 16 000 lieux de lecture publique, 500 librairies labellisées, 1200 musées de France, 2000 cinémas, 440 lieux de spectacle labellisés, etc. Mais en face, les chiffres de la pratique culturelle sont consternants. 16% seulement de Français sont inscrits dans une bibliothèque, 6 millions seulement ont assisté à un concert et 764 000 à un spectacle dans l'un des 5 théâtres nationaux. En 2018, les chiffres de la lecture se sont effondrés chez les moins de 30 ans. Pendant qu'émerge une culture numérique favorisée par l'accès de tous à Internet
et la multiplication des écrans, les pratiques culturelles traditionnelles déclinent. Le nombre de livres lus en dehors du cadre scolaire ou professionnel ne cesse de baisser. La musique classique est, elle aussi, affectée. Et sur 100 personnes de 15 ans et plus, 52% ne fréquentent pas ou seulement de manière exceptionnelle les équipements culturels. Une minorité non négligeable de Français, entre un quart et un tiers, reste aujourd'hui à l'écart de la culture. Et cette minorité devient quasi-majorité au sein des couches les plus populaires, ouvriers, bas niveau de diplôme. L'appropriation de la culture et des pratiques culturelles reste socialement très différenciée et donc fondamentalement inégalitaire. Prenons garde toutefois aux termes dans lesquels nous le déplorons. Si la culture manque à la vie ordinaire, si c'est un malheur d'être privé de livres, leur absence ne la disqualifie pas. Je ne veux pas changer de métier, dit un personnage des démons de l'écrivain Van Doderer, qui a surpris par son appétit de livres. Sa vie lui convient, avec des livres. On lui propose de devenir responsable culturel à la mairie, mais non, répond-il, je veux être un menuisier qui lit. Le peuple du temps de Michelet était tenu totalement à l'écart de la culture légitime, de la culture cultivée, des théâtres, des musées et même des livres, sans aucun doute. Mais c'était un autre temps, et on aurait pu espérer que la modernité, s'accompagnant d'une élévation générale du niveau d'instruction et d'un accès plus facile au savoir et aux connaissances, saurait compenser ce retard dans l'accès à la culture cultivée, aux œuvres du passé et aux créations contemporaines, aux livres pour en lire, mais aussi pour en écrire. Il n'en a fondamentalement rien été. Pire encore, ont disparu de la considération publique les grands débats sur la démocratisation culturelle qui ont marqué notre histoire pendant des décennies, de l'avant-guerre jusque dans les années 1990. Disparu l'éducation populaire. Au moment du Front populaire, sous le gouvernement de Léon Blum, la gauche avait formulé un vaste programme de démocratisation de la culture. Avec Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, et Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État aux sports et loisirs. Après la guerre, des initiatives ont surgi à droite, comme les maisons de la culture d'André Malraux. Mais ce fut surtout l'âge d'or d'une politique culturelle menée par le Parti communiste. En politique extérieure, le Parti communiste français demeure durant toute cette période profondément stalinien. Mais en France, il est pendant longtemps la principale force politique capable de définir un rapport juste à l'art et à la culture. Refusant la conception d'une culture au rabais destinée à distraire les classes populaires pendant que se développerait un art produit de luxe réservé à une élite sociale ou intellectuelle, les communistes français ont inscrit très tôt dans leur programme que la culture est révolutionnaire, que la ségrégation culturelle redouble les maux dont souffrent les populations soumises à une ségrégation sociale, économique, spatiale. Ce trésor que l'humanité a accumulé à travers le temps est indûment accaparé à son seul profit par la classe dominante. Tous y ont droit. Il faut revendiquer le principe d'un droit de participer aux biens culturels sans exclusive. Dès la Libération, Jean Vilar, compagnon de route jamais inscrit, nommé en 1951 directeur du théâtre de Chaillot, a pour première initiative de lui rendre le nom qui lui avait été attribué en 1920, Théâtre national populaire, parce qu'on doit s'adresser, dit-il, à cette fraction majoritaire de notre pays qu'on appelle populaire. Le peuple a droit au meilleur. La thèse sera reprise par Antoine Vitesse dans une formule un peu galvaudée aujourd'hui d'un théâtre élitaire pour tous. Vitesse, cependant, se défiait à juste titre d'une théorie du ruissellement en matière culturelle. La culture ne se diffuse pas par cercles concentriques selon un processus continu. Il faut construire des rapports entre les expériences quotidiennes et le théâtre. Si sévère qu'on puisse être, à juste titre, envers les crimes du communisme réel, il serait injuste d'oublier ce qu'a été en France le communisme municipal. Car
Avec la chute du mur et le rejet définitif du socialisme autoritaire, la France a fait le deuil d'une politique qui, jusque dans les années 1990, a sauvé les banlieues de l'isolement culturel et de l'enfermement communautaire. Un des exemples les plus frappants fut la ville d'Aubervilliers, son théâtre de la commune et son maire, Jacques Ralite, qui fit venir le Collège de France à Aubert. Initiés par lui, des États généraux de la culture virent le jour en 1987. Ils aboutirent à une déclaration des droits de la culture qui pesa dans les négociations sur la culture à l'Organisation mondiale du commerce. L'accès et la participation de tous à la culture sont une nécessité vitale pour la société, mais aussi pour la production culturelle elle-même. Avec ce régime de séparation culturelle qui subsiste et s'aggrave, la culture se stérilise, sa force de création lui venant d'être un lieu d'échange et de contribution réciproque entre les diverses couches qui composent la société. Si la culture continue de se développer en vase clos, elle en paiera le prix. Lorsqu'on constate l'effondrement de la lecture, osera-t-on poser la question : les livres qu'on publie n'y sont-ils pas aussi pour quelque chose ? Prenons garde, disait Brecht, encore lui, si le théâtre oublie le monde, bientôt le monde oubliera le théâtre. Pour en finir avec la relégation culturelle des couches les moins favorisées, on ne peut attendre qu'ait entièrement changé le contexte et les conditions d'existence des participants. Il faut forcer le jeu. À l'exemple de cette jeune troupe, Voulez-vous, qui, dans la région de Lille, a convaincu des majorettes issues du milieu des Gilets jaunes, avant la lettre, de rejoindre un travail d'expérimentation théâtrale où leur savoir-faire, leur technique, leur sens de la musique et du rythme ont été mis au service du théâtre sur une scène avec un succès dont elles ont été les premières étonnées. Faisant irruption sur la scène publique pour réclamer écoute et considération, les Gilets jaunes veulent prendre leur destin en main et ne pas continuer de s'en remettre à une représentation qu'ils pensent ne plus les représenter. Serait-il en train de redécouvrir la formule du jeune Marx selon laquelle l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ? En un sens, oui, mais le peuple séparé, peuple d'en bas, peuple dominé, a besoin d'instruction. Il ne peut surmonter tout seul les obstacles qui le séparent des meilleures sources du savoir. C'est entre autres le rôle premier de l'école. Or, on ne peut le constater sans un nouveau sentiment de déception. Nulle revendication culturelle chez les Gilets jaunes, nulle revendication concernant le système éducatif. Comment cela est-il possible ? Les Gilets jaunes ne reprochent-ils donc rien à l'école ? Il y aurait de quoi pourtant. Formulons les choses un peu autrement. S'il est vrai que les Gilets jaunes ne se soucient pas de l'école, n'est-ce pas parce que l'école ne se soucie pas d'eux ? Malgré le prolongement de la scolarité à 16 ans, la création du collège unique, la possibilité d'accès d'un grand nombre aux études supérieures, l'école échoue à réaliser l'égalité des droits en mettant en place les conditions d'une véritable égalité des chances. Les inégalités se sont même amplifiées. Le nombre d'enfants de milieux modestes ou d'ouvriers poursuivent des études supérieures dans les grandes écoles ne progresse pas. 6,4% d'enfants d'ouvriers, 10,1% d'employés. Il y a 20 ans déjà, un rapport de Claude Tello soulignait que la proportion des jeunes d'origine populaire dans les 4 grandes écoles retenues, Polytechnique, l'école normale supérieure, HEC et l'ENA, avait beaucoup diminué, environ 29% des élèves dans la première moitié des années 50, 9% aujourd'hui, en 1995. Nous vivons donc ce grand paradoxe. Les grandes mutations du système éducatif n'ont pas créé l'égalité, elles n'ont pas réduit la fracture culturelle et sociale. Au contraire, aujourd'hui, derrière cet habillage égalitaire, une forme d'aristocratisme inavoué se dessine. L'école française ne parvient pas à distinguer une petite élite, ce qui est indispensable, tout en élevant significativement le niveau des autres. En haut, une élite de masse. En gros, un tiers de la population s'est repliée sur elle-même. Les diplômés du supérieur sont assez nombreux pour vivre entre eux. Symétriquement, les gens restés calés au niveau de l'instruction primaire se sont aussi repliés.
Ce processus de fragmentation sociale s'est généralisé au point de faire émerger un affrontement des élites et du peuple. Pendant près d'un siècle, dans la tradition de la Troisième République, le peuple mettait ses espoirs dans la double logique de l'ascenseur social et de l'élitisme républicain, dont ma génération, née avec la guerre ou juste après, a pu encore profiter. Mais les effets en sont aujourd'hui compromis par une crise conjointe de l'éducation et de l'économie. Les gilets jaunes et apparentés ne croient plus aux bienfaits de l'éducation. Ils ont cessé d'espérer que l'école leur apporte de meilleures conditions de vie, qu'elle joue son rôle d'ascenseur social. Ainsi, le malentendu s'installe et l'école ne sort pas de la tempête. Elle a cru un moment résoudre par un pédagogisme actif les inégalités de réussite et elle a échoué. Le temps est maintenant celui de son redressement d'inspiration libérale afin de permettre aux élites économiques de se reproduire tout en assurant la formation minimale de futurs exécutants flexibles. Le diplôme reste tout de même l'arme des faibles, mais l'ascenseur social ne fonctionne plus. Il faut désormais à des pauvres, selon l'OCDE, 6 générations pour atteindre un niveau moyen. Gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. La protestation des Gilets jaunes est radicale. Les changements auxquels ils aspirent ne pourront être obtenus que par un profond renouvellement de la politique économique et sociale, ébranlant l'ordre des choses dans lequel nous sommes établis. Mais ils réclament aussi d'y prendre leur part et de contrôler son organisation. Or, on le voit bien, à droite comme à gauche, leur parole est confisquée par les experts, par les professionnels de la parole publique, par ceux qui savent, qui connaissent les rouages économiques et politiques du monde, qui prétendent ainsi avoir une vision plus juste de la société à venir. Non sans une condescendance parfois appuyée, une élite politique affiche sa légitimité sociale, culturelle, en déniant aux révoltés la capacité de dégager une ligne claire du chaos de la révolte. Mais justement, ce que les Gilets jaunes refusent, c'est qu'on parle en leur nom. Ce qu'ils refusent, c'est une parole venue d'en haut. C'est la verticalité des décisions et du pouvoir, héritage de l'Ancien Régime et du droit divin. Pour Joseph de Maistre, son adversaire le plus déterminé, la Révolution française est satanique dans son principe parce qu'elle a osé rompre la chaîne d'une souveraineté d'origine transcendante prenant sa source en Dieu, irriguant le corps social et s'élargissant selon une pyramide depuis son sommet jusqu'à la masse du peuple assujetti. Il n'est de pouvoir qu'en Dieu. À ce principe, la Révolution en a substitué un autre, l'immanence, l'horizontalité de la souveraineté populaire. Affrontement décisif, fondateur qui n'a toujours pas trouvé sa résolution définitive 230 ans plus tard, puisqu'en avril 2018, le président Macron l'affirme dans son entretien « J'assume la verticalité du pouvoir ». 6 mois plus tard, le soulèvement des Gilets jaunes, en s'appropriant l'espace public, construit confusément un espace d'horizontalité démocratique qui retrouve l'inspiration de 1789, de février 1848 et de la Commune. Nul ne peut dire l'avenir d'un mouvement de cet ordre, son espérance de vie est sans doute limitée, d'autres cependant suivront et rien n'interdit de penser qu'il puisse retrouver l'ancienne solidarité active des intellectuels organiques et des artistes, le soutien de leur expérience et de leur savoir. Mais en attendant, une chose est d'ores et déjà certaine, et elle est d'une portée incalculable. Dans leur refus appuyé des élites, les Gilets jaunes disent bien autre chose qu'un réflexe poujadiste émanant de classes peu cultivées, nourries de ressentiment et de rancœur. La protestation des Gilets jaunes, c'est une demande de justice, de dignité, d'égalité, portée par une catégorie de Français qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter ni d'entendre. Tout au long du XIXe siècle, on a tenté de nous mettre en garde contre cette dangereuse passion de l'égalité qu'elle avait fait naître. Les peuples veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage, écrivait en 1840 Tocqueville, observateur aristocratique des nouvelles formes de la démocratie. Pourtant, ce qui fait obstacle à la liberté, ce n'est pas l'égalité, c'est l'inégalité. Dans les semaines à venir,
Il m'arrivera sans doute un jour ou l'autre de faire le tour d'un rond-point que je connais bien et où je me suis arrêtée souvent. Hérissé de bannières et de slogans, il est entouré d'une palissade de palettes. Un feu y flambe en permanence. Je donnerai, comme à chaque fois, un coup de klaxon en passant. Je ne sais pas combien de temps encore il y aura quelqu'un pour me répondre.